moment dans l'entreprise familiale que je dirigeais avec mon frère, on faisait plein de choses intéressantes en Afrique. L'impact était bien, mais je me disais qu'il y avait tellement d'autres choses à faire, beaucoup plus près de chez nous. Voilà. Et un jour, je suis tombé sur Clotilde, qui m'a retourné comme une crêpe. Et je lui racontais que l'entreprise que je dirigeais, c'était probablement la meilleure du monde. Enfin, nous, les entrepreneurs, on est toujours très très fiers de ce qu'on fait. La plus humaine, la plus centrée sur les clients, la mieux gérée, la mieux ceci, la mieux cela. Enfin, notamment la plus humaine avec l'ascenseur social et tout. Et puis elle me dit, ah tiens, l'ascenseur social, bah tiens, voilà le CV, un super CV d'une personne, tu verras, il n'y a rien dedans. Mais par contre, à sa sortie de prison, s'il ne travaille pas, s'il n'a pas un salaire tout de suite ou presque, il va replonger et la seule façon qu'il s'en sorte, c'est qu'il travaille. Alors, est-ce que ta super boîte, là, elle est capable de donner une chance à ce monsieur? Moi, je me suis retrouvé un peu piqué au vif dans mon amour-propre, et puis j'ai relevé le défi, j'ai pas regretté. Ils ne se seraient peut-être jamais croisés, et pourtant. D'un côté, des entrepreneurs, des dirigeants, des familles, décidés à donner plus de sens à leur réussite. De l'autre, des femmes et des hommes qui portent des projets d'intérêt général avec conviction et passion. C'est de leur rencontre que naît Voices for Philanthropy. Un podcast qui explore la philanthropie au-delà des chiffres et des apparences. Où l'on découvre des motivations profondes, des doutes parfois, et des instants de bascule. Des rencontres transformatrices. Un podcast porté par Rothschild & Co. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce premier podcast de Voices for Philanthropy. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est la rencontre des entrepreneurs et des leaders du monde de la philanthropie. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux invités exceptionnels. Pierre Bourriez, qui est un entrepreneur franco-belge, à la 5e génération d'une entreprise familiale de la grande distribution et qui a dirigé cette entreprise avec une expérience très internationale dans sa carrière. Ensuite, Clotilde Gilbert, qui après avoir été aumônière pendant plus de 10 ans dans les prisons, a fondé Wake Up Café, une association qui accompagne les détenus et les ex-détenus vers une réinsertion durable. Merci à tous les deux d'être avec moi aujourd'hui dans ce studio. D'abord, je voudrais, pour commencer, vous entendre chacun sur vos parcours. Je vais me tourner vers toi, Clotilde. Alors, je suis Clotilde Gilbert, donc j'ai 55 ans, j'ai la chance d'avoir 6 enfants et j'ai passé presque 8 ans en prison en tant qu'aumônier. Ça m'a permis de bien comprendre ce qu'on fait en prison, c'est-à-dire rien, comment on en ressort et comment on y revient. Et à la suite de ça, j'ai créé Wake Up Café, donc une association qui aujourd'hui agit dans 10 villes en France. Et à la suite de ça, on a aussi, pour répondre à un besoin spécifique, créé une entreprise de l'économie sociale et solidaire, Le Quai Liberté. Le Quai Liberté, est-ce que tu peux détailler ce que c'est ? Le Quai Liberté, c'est un restaurant à Paris, en plein centre de Paris, tenu par des sortants de prison, à qui on donne un salaire tout de suite alors qu'ils sont très éloignés de l'emploi, et ensuite les moyens petit à petit de prendre ce lieu comme un tremplin pour intégrer le monde du travail avec les codes de l'entreprise. Après des années passées en prison comme aumônière, qu'est-ce qui a déclenché chez toi l'envie de créer Wake Up Café ? Alors c'est très simple, chaque fois c'est une rencontre, et ça va être souvent ma réponse. C'est-à-dire que quand j'étais en prison, je rencontrais dans les cellules les détenus et je comprenais leur histoire. Et l'un d'entre eux me dit un jour, mais tu sais, si je trouve un boulot, le juge me permettra de sortir plus tôt. Et c'est comme ça que je suis allée voir un chef d'entreprise. À l'époque, c'était pas encore Pierre. Et je lui ai dit, ce gars-là, il faut lui donner sa chance. C'est un gars super. Et de fait, il a pu sortir grâce à cette promesse d'embauche et il est resté 7 ans en CDI dans cette entreprise. Donc, ça montrait que ça marche. Et après, ça s'est su dans la prison. De plus en plus de personnes m'ont demandé d'avoir un travail. Et du coup, je suis allée voir Pierre. Et là, ça a été aussi le début de cette grande aventure de Wake Up Café. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et très vite après, les chefs d'entreprise m'ont rappelé et m'ont dit « T'es un peu naïve, mais ça suffit pas un boulot. Hein. Ils ont besoin de beaucoup d'autres choses pour s'en sortir. » Et ça a été le début de Wake Up Café. Fantastique. Et le nom Wake Up Café, qu'est-ce que tu peux nous donner un petit peu de signification ? C'est le réveil. Et de fait, quand on est en prison, on ne fait pas grand-chose de sa vie, voire on ne fait rien. Donc on se désagrège, on se déstructure, on se désocialise. Et donc pour s'en sortir, il faut se lever. Il faut prendre sa vie en main. Et café, c'est l'allusion d'abord au côté convivial, parce qu'on sait que c'est en redonnant confiance aux personnes et à chacun d'entre nous qu'on fait quelque chose de bien de sa vie. Et c'est aussi tout ce qui est énergie, c'est aussi le café infect qu'ils m'offraient quand j'entrais dans leur cellule. Donc il y a plein de symboliques derrière, mais voilà, Wake Up Café, ça dit bien ce qu'on fait. Super, merci beaucoup Clotilde. Et toi Pierre ? Donc moi je suis Pierre Bourriez, j'ai 60 ans.
4 enfants merveilleux. Je suis chef d'entreprise depuis 25 ans. Je dirige en famille un groupe fantastique, un groupe familial, donc, qui est jusqu'à 30 000 employés. Et en parallèle de diriger ce groupe, qui est très humain, j'ai rencontré Clotilde et je suis devenu petit à petit fan de Wake Up Café, puis président de l'association Wake Up Café depuis plusieurs années. Et alors, tu as aussi une passion pour le bateau? Alors, je suis passionné de bateau, en effet, et donc Clotilde m'a convaincu, avec elle et quelques amis, d'acheter l'ex-Thalassa de France Télévisions pour en faire le Quai Liberté, ce restaurant tenu par d'anciens détenus. Le plus beau bateau du monde, selon moi. En tout cas, avec la plus belle histoire. Alors, ton engagement philanthropique, est-ce que c'est quelque chose qui a été réfléchi depuis longtemps ou est-ce que c'était justement soutenu par cette rencontre, par des rencontres? Pas du tout réfléchi. D'ailleurs, dans la vie, il ne faut pas que réfléchir. De temps en temps, il faut y aller. Je pense qu'il y a une insémination par les bons pères jésuites quand j'étais adolescent. C'était mon premier contact avec la philanthropie. Ils nous envoyaient dans des familles d'ex-détenus. Le but officiel, c'était de leur donner des boîtes de conserve et des bons de gaz, mais en fait, le vrai but, c'était de nous faire comprendre à nous, dans cette bonne école, bien comme il faut, qu'on avait beaucoup de chance dans la vie, d'être né au bon endroit, d'avoir 2 parents qui nous aiment et qui nous aident. Et on constatait que c'était pas le cas de tout le monde. Donc, c'est resté en sommeil, ce truc-là, pendant de nombreuses années. À un moment, dans l'entreprise familiale que je dirigeais avec mon frère, on faisait plein de choses intéressantes en Afrique. C'était super, c'était génial pour le rapport annuel. L'impact était bien, mais je me disais qu'il y avait tellement d'autres choses à faire, beaucoup plus près de chez nous. Voilà. Et un jour, je suis tombé sur Clotilde, qui m'a retourné comme une crêpe. Et je lui racontais que l'entreprise que je dirigeais, c'était probablement la meilleure du monde. Enfin, nous, les entrepreneurs, on est toujours très très fiers de ce qu'on fait. La plus humaine, la plus centrée sur les clients, la mieux gérée, la mieux ceci, la mieux cela. Enfin, notamment la plus humaine avec l'ascenseur social et tout. Et puis elle me dit, ah tiens, l'ascenseur social, bah tiens, voilà le CV un super CV d'une personne, tu verras, il n'y a rien dedans. Mais par contre, à sa sortie de prison, s'il ne travaille pas, s'il n'a pas un salaire tout de suite ou presque, il va replonger. Et la seule façon qu'il s'en sorte, c'est qu'il travaille. Alors, est-ce que ta super boîte, là, elle est capable de donner une chance à ce monsieur? Moi, je me suis retrouvé un peu piqué au vif dans mon amour-propre, et puis j'ai relevé le défi, et j'ai pas regretté. Et alors, ça s'est passé comment, cette première embauche? Ah, alors ça, j'ai essayé de la faire courte, mais c'était une super histoire. D'abord, le CV, il y avait que 2 lignes. Nanterre, Fleury-Mérogis. Et pas l'université, Nanterre, la maison d'arrêt. Il n'avait jamais travaillé, pour de vrai, dans une entreprise déclarée. Je me souviens plus de son âge. Non, c'est pas un jeune de 20 ans, il devait avoir une trentaine d'années, je pense. Et moi, après avoir été provoqué par Clotilde quelque part, je me suis dit, mais comment je vais faire? J'avais le trac, parce que de notre entreprise de distribution... Enfin, comme tous les entrepreneurs, on essaye de recruter les meilleurs à chaque poste. Là, c'était pas vraiment le meilleur CV du monde. Et dans tous les jobs entre guillemets, avec peu de formation, on recrute, on essaye d'éviter les voleurs, parce que dans les supermarchés, il y a beaucoup de vols, dont la moitié vient de notre personnel. Donc, aller recruter quelqu'un qui est passé par la case prison, c'est quand même assez contre-intuitif. Mmh. Et puis, après... comment convaincre un de nos managers de prendre ce risque, quelque part, de faire ce pas? J'en menais pas large, je dois dire. En prenant mon téléphone pour appeler un des managers que je croyais le plus compréhensif et en présentant le cas, j'étais assez surpris de sa réaction, qui était assez positive. Qui dit, écoutez, envoyez-moi le CV, ou juste les coordonnées, parce que j'ai bien compris, dans le CV, il n'y a rien. Puis on va voir. Je le mets à l'aise en disant... si vous sentez pas ce projet, je veux pas vous forcer. En plus, Clotilde m'avait donné un excellent conseil que j'applique toujours, des années plus tard. Ne pas essayer de savoir ce qu'il a fait comme délit ou comme crime, ça n'aidera pas. Mmh. Il faut essayer de voir le bon ou l'excellent professionnel qui peut devenir. Voilà. Donc, je ne savais pas pourquoi il était allé en prison. J'ai dit au manager, essayez pas de savoir, ça sert à rien. On a toute cette question de curiosité mal placée. On rencontre un ex-détenu, la première question qu'on veut lui poser, t'as fait quoi? Voilà. Mais non, il faut essayer d'oublier ça. Et ça aide beaucoup de se projeter sur ce qu'il peut faire. Alors, il avait le permis de conduire, donc on l'a recruté comme chauffeur-livreur.
Je dois dire que la réaction de mon manager, elle m'a rempli de joie. Il prend le CV, il rencontre la personne, il me rappelle 2 semaines plus tard, il me dit « Pierre, vous savez quoi ? On va le prendre. » Fantastique. Et on va pas le prendre en CD, on va le prendre en CDI directement. Je dis, oh là là. Moi, j'étais super heureux. Et il me dit, c'est bien, mais pourquoi ? Mais on a compris que s'il n'a pas un CDI, pour trouver un logement, signer un bail, ça va être l'enfer. En plus, avec la couleur de peau qu'il a, ça va pas aider. Donc voilà, CDI direct. Chaque année, en fin d'année, je me fais un petit inventaire des bons moments d'année, des bonnes minutes. Cette minute-là, c'était la meilleure de l'année, mais de loin. Fantastique. Merci beaucoup pour ce partage. Je voudrais maintenant, Clotilde, passer un petit peu sur Wake Up. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Comment est-ce que ton association se distingue des autres ? Comment est-ce que tu mesures l'impact ? Mais surtout, comment se passe une journée d'un Waker ? Et quel est le parcours d'un Waker ? Où vous allez ? Comment vous allez chercher ? Quels sont les partenariats avec les institutions pénitentiaires ? Pour bien comprendre. Wake Up, ça s'est construit au fur et à mesure de ce qu'on comprenait, nous, des besoins des détenus et des sortants de prison. Donc, en fait, ça s'est construit petit à petit. Au début, on pensait donc juste il fallait un travail. Petit à petit, on a compris qu'il fallait se reconstruire après la prison, qu'il fallait se préparer à l'emploi, qu'il fallait préparer les entreprises aussi à accueillir des personnes qui avaient un passage en prison. Parce que quand on sort de prison, en fait, on a plein de séquelles. On a plein de... Moi, j'appelle ça des tocs. Mais l'autre jour où j'étais à Poissy, aller rencontrer un détenu qui demandait notre aide pour sortir et reprendre sa vie, il m'a dit, mais en fait, quand on est en prison, on pense que ça va être... que c'est dur dedans, mais on sait que c'est beaucoup plus dur dehors parce qu'on a plein de séquelles. Juste le bruit des clés nous travaille. Le fait qu'il va falloir nous-mêmes ouvrir la porte pour sortir de notre chambre et sortir de chez nous pour aller travailler, tous ces petits mécanismes qui sont pour nous anodins, en fait, sont des vrais enjeux pour ceux qui sortent de prison. Et donc, on a construit petit à petit un parcours. Alors, au début, on a compris ça pour l'extérieur, et puis ensuite, on s'est rendu compte que tout ce qu'on pouvait faire dans les prisons pour préparer la sortie donnait une bien meilleure chance d'une réinsertion sans récidive. Donc, on a construit des programmes de préparation à la sortie, où on a la chance d'avoir les entreprises partenaires de Wake Up Café qui vont sur nos programmes dans les prisons et qui, du coup, permettent aux détenus d'avoir des perspectives très concrètes, très réelles. Et ils se disent, en fait, pour nous aussi, du coup, ça va être accessible, alors qu'ils ont souvent l'impression qu'ils sont éloignés de tout et que c'est un monde qu'il ne leur est pas permis. Et lorsqu'ils sortent de prison, ils arrivent chez nous et dès le jour de la sortie, on les attend. Ils savent qu'ils sont attendus, les juges nous les ont envoyés, donc il y a une convocation qui leur est donnée. Et là, ils arrivent sur nos sites. On est présent dans 10 villes. Et un site, c'est une maison avec un jardin en plein centre-ville. Et ça, c'est pas anecdotique. C'est aussi lié au fait que la compréhension qu'on a des personnes, c'est que chacun d'entre nous, on est fait de beau, on est fait de nature. Quand on est en prison, on en est complètement coupé. Et du coup, si on veut dehors donner aux personnes la chance de reprendre leur vie en main, on a besoin de ce beau et de cette nature pour qu'ils s'y reconnectent et qu'ils comprennent qu'eux aussi ont tout le potentiel pour faire quelque chose de bon et de bien de leur vie. Je dis souvent les 3B parce que ils n'en ont pas conscience. Et nous, notre rôle, c'est aussi de les remettre face à cette prise de conscience que oui, ils ont fait quelque chose qui les a conduits en prison. Ils ont emprunté un chemin dans lequel ils pourraient continuer et croire qu'il y a un déterminisme et qu'ils sont faits pour être là-dedans. Et en fait, notre rôle, c'est d'aller chercher chez eux la volonté de faire autre chose et de croire qu'ils en sont capables et que ce monde sera meilleur pour eux et que du coup, ils contribueront à quelque chose dans notre société où ils ont la possibilité de prendre leur place. Du coup, ils arrivent sur le site et là, il y a une équipe de salariés, de bénévoles qui les attendent et tout un parcours qui a été organisé. Tous les matins, ils arrivent à 9h30 et on cherche à faire en sorte qu'ils arrivent vraiment à 9h30 et pas à 9h40 parce que tout ce qui était... Dans le temps où ils étaient en détenus, en prison, les horaires n'avaient plus d'horaires. Ils inversent le jour et la nuit souvent. Et du coup, il faut presque reformater le corps humain et la pensée pour leur permettre d'avancer. Et donc, avoir un cadre précis où on doit arriver à une heure précise avec une journée qui est organisée. Ça permet de remettre la personne sur une bonne dynamique. Et souvent, ils nous disent... C'est ce cadre-là
qui m'a permis de me relever. Là, vous voyez, il est 11h30. Si vous ne m'aviez pas contraint à être là à 9h30, je serais encore dans mon lit à 16h. Donc, en fait, il y a un rôle de pédagogie, un rôle éducatif dans la mission de Wake Up Café. Voilà, et donc toute la journée, il y a le matin des ateliers en groupe qui sont liés au monde du travail. Et souvent, on a des collaborateurs, des entreprises partenaires qui viennent et qui leur montrent ce que c'est que l'entreprise, les codes de l'entreprise, comment on fait un entretien d'embauche, mais aussi comment on va petit à petit intégrer une équipe dans une entreprise. Ensuite, il y a un déjeuner. Ce déjeuner, il fait partie du parcours, il est obligatoire parce que, en fait, on habite dans un pays avec une culture particulière. Et là, préparer le déjeuner ensemble, s'asseoir, enlever ses écouteurs et échanger, et puis ensuite faire la vaisselle, voir qu'il n'y a pas que les filles qui vont balayer, tout ça aussi, ça contribue à redonner du sens à leur intégration pleine et entière dans la société. Et l'après-midi, il y a des ateliers de reconstruction de soi, café philo, gestion des émotions, connaissance de soi, du sport, la culture générale. Voilà, tout ce qui va leur permettre... En fait, c'est Wake Up Café. C'est un accompagnement très complet, très global, avec les autres, parce je pense que c'est aussi grâce aux autres qu'on avance dans la vie chacun. Et eux, ils font cette découverte aussi, qu'ils ne viennent pas que pour eux, mais ils viennent aussi pour les autres. Donc, il y a des missions de service dans toutes les maisons Wake Up Café, dans les 10 villes où on est. Et puis, il y a l'accompagnement, évidemment, individuel, sur mesure, avec des chargés d'insertion qui viennent comprendre leur histoire de loin. C'est quoi ton enfance ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour toi ? Pour leur permettre de faire un changement de vie radical. En tout cas, c'est la proposition que Wake Up Café leur fait. Super, merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y avait une histoire très jolie que tu m'avais racontée sur justement tout ce qui était culture générale. C'est été donné par un ex-détenu, c'est ça qui s'était pris de passion pour la littérature et la philosophie. Exactement, c'est l'histoire de Yacine. Yacine, je l'ai rencontré il y a 4 ans grâce à un directeur qui était le directeur de la prison de Nanterre, qui est devenu ensuite directeur interrégional, sous-préfet. Bref, il a eu tout un parcours dans l'administration publique. Et un jour, il m'appelle, il me dit « il faut que tu rencontres Yacine ». Du coup, je rencontre Yacine. Et Yacine, en fait, en prison, il avait perdu son frère. Il était dans une famille du grand banditisme. Et avec hôtel particulier dans le 16e, un grand appartement de son frère dans le 7e. Enfin bref, une grande famille inscrite dans l'argent sale. Il apprend en prison que son frère meurt. Et son frère, c'était quelqu'un qui aimait la culture et qui lisait beaucoup. Du coup, il s'est mis à petit aller écouter une chanson d'abord de Brel et voir ce que disaient les paroles. Et puis ensuite, il est allé chercher des auteurs dans la philosophie et puis dans tous les arts, dans la peinture, dans autres. Et en fait, il s'en est sorti grâce à ça. Et du coup, il a été embauché chez Wake Up Café comme responsable pédagogique. Et il vient faire découvrir à chacun de nous, donc à la fois aux wakers qui rencontrent sur tous les sites tous les jours, et à la fois aux équipes salariées et bénévoles de Wake Up Café, qu'en fait, la culture générale, c'est quelque chose qui nous permet de prendre de la hauteur et ensuite de faire des choix plus libres. Et du coup, il vient dans ces ateliers déconstruire toutes les idées reçues et engrangées dans les prisons qui les emmènent pas vers le bon, mais plutôt vers ce qui va les détruire. Et donc, du coup, il a un impact très fort. Et on fait beaucoup de visites culturelles aussi pour que dans chaque ville, les wakers découvrent leur patrimoine, le patrimoine de la ville dans laquelle ils sont. C'est une de mes grandes fiertés, en fait, de voir que des wakers sont devenus des salariés de Wake Up Café et qu'on a vraiment besoin d'eux pour comprendre ce qui est important quand on sort de prison et donner les moyens d'y arriver. Génial, une magnifique histoire. Et alors, tu parles d'impact, ça serait c'est un très beau parcours que font les wakers. Combien de wakers avez-vous eu depuis les 10 ans, parce que tu as fêté les 10 ans de Wake Up Café. Aussi, quel est le taux de récidive versus les 66%, je crois, des taux de récidive dans les 5 ans des personnes qui sortent en général de prison. Et comment vous mesurez ça ? Alors déjà, il y a 100 000 personnes qui sortent de prison chaque année et c'est un tiers d'entre elles qui sont recondamnées dans les 6 à 12 mois. Donc, c'est quand même énorme. Et ce taux, il passe à 60% dans les 5 ans. Donc, c'est vraiment, effectivement, énorme. La plupart du temps, c'est parce que les personnes ne sont pas accompagnées et sortent ce qu'on appelle en sortie sèche. Et donc, assez vite, même s'il y a une motivation à faire autre chose, retournent dans ce qui les a conduits en prison parce que c'est ce qui est le plus facile. Chez Wake Up Café, on a accompagné... Moi, je complète ce taux parce qu'il est en fait pire que ça. Parce que ça, c'est ceux qui se font prendre. Mmh.
Il y a tous ceux qui se font pas prendre parce qu'en prison, certes le café est mauvais, mais il y a un truc qui les intéresse beaucoup, c'est l'échange de bonnes pratiques. Ils ont 1 heure de promenade par jour et c'est là qu'ils trouvent leurs nouveaux associés, qu'ils améliorent leurs pratiques en matière de trafic quand c'est du trafic, qu'ils trouvent et ils se font moins prendre au coup d'après. En tout cas, leur rêve c'est de se faire pas reprendre. Donc, la récidive, selon moi, elle est bien supérieure à 60%. Certes, elle est plus grande, c'est celle qui est mesurée, et encore les mesures sont pas toujours très faciles à avoir comme tu le spécifies. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le cas standard. Ils ne savent rien faire d'autre que ce qu'ils savaient faire avant. Et donc, si on leur apprend rien, ils vont recommencer. Ils vont tomber. C'est le plus facile. Apprendre un vrai métier, c'est le plus difficile. Parce que leur environnement ne les y pousse pas, ni familial, ni leurs amis. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les aide. Et c'est Clotilde et sa Dream Team qui fait ça. Et donc, depuis le début, on a accompagné un peu plus de 3000 personnes de manière individuelle. Et on sait que le taux de récidive qui a été mesuré par la direction de la statistique du gouvernement a mesuré que sur l'ensemble des personnes accompagnées par Wake Up Café, seulement 12,6% avaient été recondamnés à de la prison. Au stade où on est Wake Up Café, on a créé une nouvelle direction, donc une direction Impact et Finance, qui a mis en place toute une mesure avec une remontée de données qui est de plus en plus fine. C'est-à-dire que toutes les équipes Wake Up Café remplissent tous les soirs, il y a un temps qui est consacré à ça, le parcours de chaque personne. Donc, est-ce que la personne est bienvenue aujourd'hui sur le site Wake Up Café ? Est-ce qu'elle a travaillé tel type d'atelier ? Est-ce qu'elle a démarré un emploi ou une formation, depuis combien de temps elle est en emploi ou en formation. Et en fait, c'est des mesures qui sont assez difficiles à obtenir pour toutes les associations de manière assez juste. Et aujourd'hui, Wake Up Café, avec un budget annuel de l'ordre de 6 millions, avec la difficulté qu'ont les associations aujourd'hui de trouver des financements pérennes qui permettent d'envisager un avenir avec une croissance qui est nécessaire pour notre pays, il y a une nécessité vis-à-vis des financeurs qui sont à nos côtés de leur donner quelque chose de fiable, de concret sur l'impact de ce que fait Wake Up Café et à quoi sert leur argent. Super. Merci beaucoup. Et ce que j'ai compris, c'est qu'un waker ne sort pas de Wake Up Café, tant qu'il n'a pas trouvé une issue positive, que ce soit un emploi, une formation. Exactement. Voilà. Ils sont à temps plein du lundi au vendredi jusqu'à ce qu'ils entrent en formation ou un emploi. Et après, nous, on estime qu'il faut, pour une réinsertion durable sans récidive, il faut au moins 1 an d'accompagnement régulier. Ça veut dire qu'on a mis en place pour ceux qui démarrent un emploi ou une formation, un accompagnement de groupe 2 fois par mois le soir, où ceux qui sont en emploi viennent et disent « Les gars, c'est difficile, mais accrochez-vous, je vous assure, après on a une vie meilleure ». Et ce témoignage-là des anciens qui ont réussi est indispensable pour motiver. Parce que c'est dur, c'est vrai que c'est dur, Pierre a raison. Aller tous les jours travailler alors qu'on n'avait pas cette habitude-là, se lever, être à l'heure le matin, avoir les codes de comment je m'habille, comment je dis bonjour, tout ça, c'est tout ce qu'ils ont à découvrir et à apprendre, en plus de devoir s'insérer dans une équipe et de comprendre les codes de l'entreprise dans lesquels ils entrent. Merci beaucoup, Clotilde. Et toi, Pierre, donc on a bien compris que depuis le début, tu étais très impliqué auprès de Wake Up Café. Comment est-ce que tu as vécu cette implication ? Est-ce que c'était plus, est-ce que c'était des compétences professionnelles, des ressources ? Est-ce que ça a été un engagement plutôt personnel, familial, ou avec aussi tes équipes ? Est-ce que tu peux nous décrire, quelle forme ça a pris ? Alors c'est d'abord un engagement personnel, parce que moi j'ai pris beaucoup de satisfaction, d'abord sur ce premier recrutement, puis ce deuxième, parce que Clotilde... je lui avais dit, après avoir réussi ce premier coup, entre guillemets, j'étais tellement content. Allez, je m'engage, j'en prends au moins 1 par an. Voilà. Puis elle m'a donné un deuxième CV sans attendre la fin de l'année. Puis après, elle m'a dit, tu sais, Pierre, ta boîte, il y a quand même du monde, tu peux peut-être faire mieux. Hein. Donc, j'avais trouvé le point faible, qui est mon amour propre, j'ai envie de toujours bien réussir. Donc, je me suis engagé d'abord moi. Et puis j'ai cheminé aux côtés de Clotilde. Au début, je pensais naïvement qu'il suffisait de leur trouver un boulot. Puis j'ai réalisé que non, pas du tout. Il faut surtout les accompagner. Parce que le chemin jusqu'au premier travail, et être à l'heure le matin, dans notre métier, c'est vital, surtout qu'on démarre assez tôt. Et en plus, comme sont d'ex-détenus, le niveau d'attente ou de tolérance de leur future hiérarchie est plus faible que pour un recrutement normal.
Si jamais il y a un larcin dans le magasin, on va suspecter en premier, malheureusement, l'ex-détenu, surtout si c'est pas lui qui l'a fait. Et d'ailleurs, moi, sur les 50 premiers qu'on a recrutés dans notre groupe, j'avais fait une petite stat. Sur 50, aucun vol, aucune violence, ni verbale, ni physique. Ils sont plus catholiques que le pape, plus royalistes que le roi, plus ce que vous voulez. Ils ont envie de réussir. Hein. Une fois qu'ils ont envie de réussir, ils se donnent les moyens, ils font les efforts, ils arrivent à être à l'heure. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de notre jeunesse. Hein. Moi, je pense que Clotilde, elle pourrait aussi former beaucoup de jeunes diplômés et leur faire comprendre que c'est important d'être à l'heure le matin au boulot et qu'on fait partie d'une équipe. Voilà, ça c'est. Donc, au début, je me suis contenté de recruter. Voilà. Au fur et à mesure que Clotilde me présentait des super CV, que je lisais même pas. Enfin bon. À chaque fois que je vois dans ces programmes l'art de bien écrire un CV, oui, bon, je suis tenté de dire, perdons quand même pas trop de temps parce que sur le fond, il y a quand même plutôt 2 ou 3 boulets qui traînent dans le CV. Et c'est difficile de montrer que les gens sont très compétents. Alors, au fur et à mesure que Clotilde se convainquait elle-même qu'il fallait accompagner, moi j'ai toujours trouvé ça très bien, et on avait des meilleurs résultats en accompagnant les gens. Dans les très bonnes statistiques dont elle a parlé tout à l'heure, il y a une année quand même nettement moins bonne, c'est pendant le Covid. Pendant le Covid, l'association ne pouvait plus intervenir en prison avant la sortie. Et c'est primordial, avant que ces gens-là sortent de prison, qu'on détecte et qu'on les aide à se décider à avoir une autre vie. C'est avant que cette décision doit être prise. Quand on peut pas faire ça, ou quand l'association n'a pas pu faire ça, le taux de délinquance après la sortie est monté au plafond, il est redescendu depuis. Donc le 12% dont parle Clotilde, moi je retiens 5 en fait. Les années normales, c'est plutôt 5. Ah, par année, c'est ça. Là, c'était sur l'ensemble depuis le début. Depuis 10 ans. Donc, complètement. Voilà. Et après, mon rôle, je sais pas trop bien le définir en 3 lignes vis-à-vis de Clotilde. Moi, j'aime bien l'aider. Et j'aime bien l'aider à réussir, voilà. J'ai mis beaucoup de temps à accepter de dire en public que j'étais président de son association. Moi, j'étais plutôt... oui, t'étais très si j'étais président de quelque chose, j'étais président de son fan club. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup accompagné d'entrepreneurs dans ma vie professionnelle. Et à chaque fois que j'accompagne des entrepreneurs, mon but, c'est de les aider à réussir. C'est pas d'être le chef, c'est de les aider à réussir. Et quand ils réussissent, comme Clotilde, qui est devenue une vraie entrepreneuse, parce que le chemin entre aumônier de prison et entrepreneuse, il est pas pavé d'avance, hein, et elle se débrouille très très bien. Dans l'accompagnement de Wake Up, tu m'avais parlé d'un certain Philippe, je crois, qui avait monté, et ça c'était intéressant de... Ça fait partie des très belles histoires, encore en cours. Hein. J'ai rencontré grâce à Wake Up Philippe, qui est un entrepreneur. Bon, il allait de nombreuses fois en prison dans sa jeunesse. Il n'a pas eu la chance de naître au bon endroit ou bien entouré. Donc, il a connu la petite et la grande délinquance avant de connaître le milieu du travail. Hein. Mais à un moment, il a changé. Il a compris que ça le menait nulle part. Je pense que la naissance de sa fille a aussi beaucoup compté pour lui. Et il est venu me voir un jour chez Wake Up en me proposant, ou en me demandant d'investir dans la start-up qu'il voulait monter. Alors, c'était pas le meilleur projet du monde, hein. Mais quand même, il a su me convaincre, pas du premier coup. Enfin, il a fallu s'y prendre à 2 fois. Et c'était il y a 5 ans. Et je regrette pas. Il a monté une entreprise qui marche très bien, qui emploie des centaines de personnes. Dont des wakers. Dont d'anciens détenus. Et plusieurs centaines d'intérimaires. Et ils travaillent, mais tout le temps. Et en fait, c'est un très bon entrepreneur aussi. Pour moi, d'ailleurs, c'est quoi un très bon entrepreneur ? C'est d'abord quelqu'un qui arrive à gérer les ennuis qu'on a au quotidien aussi vite qu'ils apparaissent, quoi. Enfin, c'est pas forcément de la grande stratégie. Il faut des gens très actifs. Enfin, maintenant, Clotilde, c'est ça vient des embrouilles, il y en a tous les jours, hein. Et ça fait partie de la vie. Moi, c'est ce qui m'aide dans Wake Up, d'ailleurs. Des embrouilles, j'en ai tous les jours aussi, hein. Mais je relativise. Quand je vois les difficultés auxquelles sont confrontés les ex-détenus, j'ai pas le droit de me plaindre, franchement. J'essaie de prendre ça avec positivisme aussi souvent que possible. Ça, j'y retrouve un grand bénéfice, d'ailleurs. Ça m'aide beaucoup à exercer mon métier, en fait, différemment. Génial. Peut-être c'est dans l'importance que tu as dans Wake Up Café. Pour moi, ça a été d'être à mes côtés et que je puisse te raconter même les choses difficiles au sein des équipes Wake Up Café. Et en fait, oui, on a une direction des ressources humaines,
Mais toi, tu avais l'expérience d'avoir monté une entreprise, d'avoir plus de 30 000 salariés. Et en fait, chaque fois que je te racontais les difficultés et parfois en étant un peu avec les épaules lourdes, en fait, tu relativisais les choses et tu me redonnais le sens de « Ok, mais pourquoi vous faites ça ? Qu'est-ce qu'en pensent les wakers ? Qu'est-ce qui va être utile pour les wakers ? Ok, il faut arrêter avec cette personne, eh bien, il faut arrêter. » Et en fait, avec beaucoup de pragmatisme, tu me remettais face à la réalité de ce que c'est que d'être dirigeant d'association et puis chef d'entreprise avec le quai liberté. Mais ça a été très utile et c'est toujours très utile pour moi d'avoir ta confiance. Alors parfois on s'engueule, hein, il faut être très 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 clair. Ça nous est arrivé. On s'engueule parce que c'est pas un long fleuve tranquille. Non. C'est une rivière tumultueuse. Mais j'adore le kayak. Pareil. Et le fait de pouvoir te dire les choses, Pierre, c'est très important parce que j'ai l'impression d'avoir en face le répondant nécessaire. Et je sais que je dois toujours te convaincre. Et souvent, tu dis non au début. Et souvent... Ah ouais, t'es très convaincante. Après, tu y arrives. Super, merci aussi pour ces échanges sur les défis en effet auxquels vous devez être régulièrement confrontés et notamment aussi tous les difficultés aujourd'hui avec le financement comme beaucoup d'associations. Voilà, et donc ce serait intéressant aussi de partager peut-être Clotilde un peu la façon dans laquelle tu t'entoures de philanthropes et comment est-ce que tu as réussi à faire que cette société, que Wake Up Café, cette ONG soit en croissance forte avec des budgets très importants aujourd'hui. Alors, c'est pas la partie la plus facile. La partie que je préfère, c'est d'aller convaincre des personnes que ce que fait Wake Up Café est indispensable pour notre société et pour notre pays. Et j'y crois profondément. On a aujourd'hui une société qui vit en silo avec les gens des quartiers, les gens des cités. On est sur une bombe à retardement avec ce qui se passe dans les prisons, même si le gouvernement traite un certain nombre de sujets, dont la radicalisation, et je pense de manière efficace dans les prisons. Reste que tous ceux qui sortent avec un sentiment d'injustice très très fort. Et que le rôle de Wake Up Café, c'est de leur donner les moyens de choisir autre chose et du coup par rebond, d'arriver à ce qui est moins de crimes et délits dans notre ville, parce que ce que je dis souvent, c'est quand on accompagne 100 personnes à minima dans une ville, eh bien on a 100 nouveaux délits et crimes en moins à minima. Et que du coup, le rebond d'après, c'est qu'on travaille à la paix sociale. Et je pense que notre pays a grandement besoin de la paix, il y a encore un petit peu de travail. Et donc ça, aller convaincre des investisseurs, des grands donateurs et des chefs d'entreprise de ça, je crois que j'y arrive plutôt bien. Et de fait, on a aujourd'hui un grand nombre à la fois de grands patrons, de donateurs qui sont à nos côtés et qui disent « on a compris ce que vous faites et c'est très important ». Toujours est-il qu'on avait un budget qui était équilibré, 50% fonds publics, 50% fonds privés. Aujourd'hui, on sait on a perdu déjà tout le financement du ministère du Travail puisque ça a été relégué aux directions régionales de l'emploi dans les régions. Et donc, du coup, en gros, tout a été éparpillé et Wake Up Café a perdu 2 millions sur son budget. Donc, c'est quand même un gros creux. Et donc, on doit aujourd'hui trouver un nouveau modèle économique, un nouveau modèle de financement de cette association qui, pour agir pleinement sur ce sujet de société, doit passer de 10 sites, donc 10 villes où on est présent, à 70 villes. Donc, il y a un gros gap. On ne va pas le faire en un jour. On sait que là, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est stabiliser l'activité et le temps de pouvoir créer ce nouveau modèle économique sur lequel on est en train de travailler avec plein d'axes. Donc voilà, pendant 12-18 mois, on va devoir stabiliser la progression qu'on avait imaginée. Mais on a besoin aujourd'hui, et moi j'ai besoin de trouver des personnes qui croient et qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent parce que cet enjeu de société en vaut la peine. Et moi je le mettrais dans une des grandes priorités de notre pays, mais là j'ai besoin d'aller convaincre encore beaucoup de monde. Moi, pour me convaincre, moi déjà, parce que je fais partie du fan club aussi du côté financier, mais je suis pas le plus grand donateur. Il y a des gens encore plus généreux que moi.
Je fais un petit calcul tout simple. Un détenu qui va retourner en prison, la récidive, ça nous coûte combien en tant que contribuable? Ça coûte 40 à 50 000 euros par an, par personne. Un détenu qui récidive, 40 à 50 000 euros par an. 85 000 personnes détenues. Voilà. Et à chaque fois qu'on en convainc un de ne pas y retourner, quelque part on se dit on va économiser ça, et accompagner quelqu'un pour qu'il ne récidive pas, chez Wake Up, ça coûte entre 5 et 7 000 euros selon les sites par an. Donc on divise par 10 le coût. Donc les gouvernements précédents et les différents ministères ont quand même assez facilement compris, et je trouve que j'étais surpris de leur engagement et de leur aide. Là, on est dans une phase beaucoup plus compliquée. Et je pense que le privé doit prendre au moins temporairement le relais. Mais c'est bien pour tout le monde. Enfin, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Même si on parle beaucoup de gestion avec Clotilde et qu'on regarde. Moi, je regarde beaucoup chaque centime qu'on dépense. Et pour m'assurer qu'il a de l'impact sur chacun des wakers. Mais c'est quand même drôlement bien l'impact très très efficace. Ce qui coûte cher, on peut se dire, tiens, pourquoi des milliers d'euros par détenu? Il y a beaucoup d'accompagnement individuel. C'est pas des grandes classes où on prêche la bonne parole, c'est un par un. Il faut les convaincre d'abord, enfin dans tous les programmes, il y en a qui sont incroyables, mais les convaincre que la France, il faut l'accepter telle qu'elle est, alors qu'ils ont des tas de raisons de la détester, parce que voilà, ils ont été en prison, le juge a probablement rien compris, selon eux, leur avocat était mauvais, la victime, de quoi elle se plaint, enfin, on a tout entendu là-dedans. Et malgré tout, il faut s'ils veulent s'insérer, il faut prendre la France telle qu'elle est, ils vont pas la changer d'un coup de baguette magique, une baguette magique que personne n'a. Il faut qu'ils acceptent. Et ça, c'est un travail qui se fait pas en claquant dans les doigts. Au quotidien. C'est un gros boulot. Et tant qu'ils n'ont pas accepté ça, les chances de réussite restent faibles. Mais une fois qu'ils ont accepté ça, là, ils se mettent au boulot et ils font des efforts que bien d'autres ne seraient pas capables de faire. C'est vraiment un travail de prise de conscience. Super. Merci à tous les deux. Alors, on parlait d'impact pour les wakers, mais je serais intéressée de voir, toi, Pierre, dans ton leadership au quotidien, dans ton entreprise, qu'est-ce que ça a changé, cette forte implication auprès de Wake Up Café? Alors, j'étais déjà convaincu à l'avance que la bienveillance, c'était le moteur principal du management, mais alors là, j'en suis encore plus convaincu. Enfin, si on n'aborde pas les wakers avec bienveillance, il n'y a absolument rien qui marche. Mais c'est pareil, finalement, dans une entreprise avec des salariés. J'ose pas dire normaux parce que tout le monde a ses difficultés, mais voilà, il faut être bienveillant. Donc ça, je pense que je le suis encore plus depuis que je connais Clotilde et que je vois l'impact que ça peut avoir. Relativiser les problèmes. Il y a des problèmes tous les jours. Hein. Dans la vie professionnelle, il y a tout plein de petits trucs à régler. Quand je vois le soir à quoi je suis confronté chez Wake Up avec des wakers, et quand je vois le jour ce à quoi nos employés sont confrontés, qui sont souvent des petits trucs, bon... Je panique quand même beaucoup moins facilement. Je prends beaucoup plus facilement du recul. Après, la mesure d'impact, c'est important de savoir, y compris dans sa vie professionnelle, à quoi on sert, qu'est-ce qu'on apporte à la collectivité en général, à ses collaborateurs en particulier. Et avec Clotilde, tout le temps, on commence toujours nos discussions par l'église au milieu du village, c'est-à-dire les wakers, qu'est-ce qu'ils deviennent? On a sauvé, entre guillemets, combien? À quoi ressemblent les nouveaux, comment fonctionne tel site avec les wakers, et les sujets de financement, etc. viennent après. Alors jusqu'à présent, ils se résolvaient plutôt tout seuls. Au fur et à mesure qu'on avançait, qu'on grandissait, Clotilde appliquait sa méthode Coué, on disait on va y arriver. Elle y arrivait. Là, c'est quand même plus dur ces derniers temps financièrement. Elle a aussi pris plus de conscience sur la gestion et la trésorerie que peut-être par le passé. En tout cas, moi, ça m'aide à gérer de façon plus positive, on va dire comme ça, d'avoir toujours un regard bienveillant sur les équipes, avant de voir ce qu'ils ont mal fait, essayons de voir ce qu'ils font bien. Et eux, vous leur rendez au centuple quand vous faites comme ça. Super, merci pour ce partage. Clotilde, alors tu es en pleine levée de fonds, tu pilotes une organisation qui est vraiment en très forte croissance. Qu'est-ce que tu conseillerais à des dirigeants d'associations de faire pour attirer, s'entourer des meilleures personnes, et à la fois en termes de gouvernance, en termes de finances? Est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées d'avoir ton avis sur le sujet? Déjà, de bien savoir quel est le cœur de leur action. Qu'est-ce qu'ils apportent de spécifique, de plus, de mieux, de différent.
Je pense que c'est vraiment la première des choses à aller regarder et du coup à savoir défendre. Super. Pierre, toi, tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet ou... Moi, c'est plutôt sur les entrepreneurs qui voudraient s'investir dans un sujet philanthropique. Voilà. Quels sont les dirigeants qui souhaitent s'investir? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors d'abord de s'investir, voilà. De choisir un thème dans lequel ils se sentent bien. Il n'y a pas de bon ou de mauvais thème, mais pour y aller, il faut y aller avec son cœur à un moment. Hein. Et donc écouter son cœur. Moi, c'est quand même plutôt le hasard qui m'a mis dans cette voie-là. J'y suis très heureux. Il se trouve ça coche plein de cases par rapport à ma profession, mon éducation, et puis voilà, ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Y aller à fond, ça veut dire pas que financièrement. Hein, faut y passer du temps. Moi, j'aime bien aller avec Clotilde, voir des sites qui sont parfois pas très pratiques d'accès, passer du temps avec elle. J'ai pas de décision à prendre derrière, mais ça me permet de connaître, bien comprendre, de savoir quoi je parle et d'y trouver, in fine, beaucoup de satisfaction. Je pense que les entrepreneurs qui passé la cinquantaine, ils ont besoin pas que de gagner de l'argent, ils ont besoin aussi de trouver un sens à leur vie ou au reste de leur vie. Et là, moi, j'en trouve beaucoup. Ça, franchement, je ne peux qu'encourager les entrepreneurs à aller là-dedans. La plupart de ceux que je rencontre ont un petit quelque chose quelque part et je les encourage à le développer, à faire grandir la flamme. Super, merci à tous les deux. Alors peut-être parce que j'aurai un call to action à vous demander à la fin de ce podcast, mais est-ce qu'avant vous avez encore une ou deux anecdotes que vous voudriez partager sur des succès, des wakers qui ont fait des choses incroyables? Parce que je crois qu'il y en a eu beaucoup. Enfin, moi, quand j'échange avec vous, je suis toujours... notamment, j'avais aussi une histoire d'un waker au Burkina Faso que vous aviez accompagné dans... Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses que vous pouvez on a partager. plein d'histoires à raconter. Effectivement, là, on peut raconter l'histoire d'Ismaël. Ismaël, je l'ai rencontré du temps où j'étais aumônier donc à Nanterre. Il avait fait 4 mois de mandat de dépôt. Il est sorti, c'était usurpation d'identité. Et ce garçon-là, quand il est sorti, donc pas de papier, rien du tout, en fait, il était à la rue. Et au bout d'un certain temps, je lui dis, mais en fait, pourquoi tu rentres pas dans ton pays? Et il me dit, mais je peux pas. Si je rentre au Burkina Faso les mains vides, je me fais lyncher au sens propre du terme. Et du coup, je lui ai dit, mais essaye de regarder ce dont ton pays a besoin, que tu pourrais apporter en y retournant et qui serait une valeur ajoutée. Il est revenu 3 mois après et il avait fait un début de business model en me disant, ça y est, je sais, au Burkina Faso, on consomme plus de poulet que ce qu'on en produit. Et du coup, j'aimerais bien apprendre ce métier. Et donc, on l'a envoyé en Ardèche. Il était dans une ferme où il y avait 800 poussins de un jour qui sont arrivés. Il a appris comment prendre soin des poussins. Et avec un chef d'entreprise qui nous avait dit, ceux qui vont recréer de la valeur dans leur pays, moi, j'accompagnerai. Et du coup, on l'a aidé à monter son business model. Il avait un terrain, on lui a dit, tu nous envoies des photos tous les 15 jours et au fur et à mesure, on enverra ce qu'il faut pour t'aider. Et il a travaillé d'arrache-pied et il a créé un poulailler qui existe encore 10 ans après. Et il continue à faire son activité d'entreprise au Burkina Faso. Ce qui était intéressant, c'est qu'il a un ami qui, à 18 ans, a eu le même parcours que lui. Et jusqu'à 18 ans, lui, il a fait le choix de venir envoyé par sa famille en France. Son ami est resté au pays. Et quand il est revenu, donc 10 ans ou 15 ans après, je ne sais plus combien de temps après, ce jeune qui était son ami, lui, il s'était marié, il était expert comptable et il avait une vie paisible. Et du coup, il a voulu témoigner au Burkina Faso que l'Eldorado, il est peut-être dans notre pays. Et on a trouvé que c'était aussi très intéressant à avoir comme témoignage. Bon, il y a plein d'histoires, beaucoup à dormir debout, hein, donc, mais aussi, et positives malgré tout. Il y a plein de gens qui m'ont impressionné. Le fameux Yacine dont on parlait tout à l'heure, moi je trouve que... j'ose plus parler de littérature avec lui, tellement il a plus lu, plus appris, alors que moi j'étais dans les bonnes écoles et pas lui. Ça m'épate quand même de voir comment il a pu progresser. Deux recrues que j'ai fait il y a quasiment 10 ans, d'anciens détenus, une femme et un homme, qui sont aujourd'hui l'un et l'autre dans un comité de direction. Waouh, fantastique. Au mérite. Et ils aiment pas que je cite leur nom, donc je vais pas dire qui, parce qu'ils disent j'espère que c'est pas parce que je suis détenu que j'ai eu de la promotion interne. Non, c'est parce que t'es très bon ou très bonne, mais voilà. C'est très réjouissant en fait. Hein, il y a beaucoup d'histoires très positives, fantastiques. Ouais.
Bon, écoutez, à vous écouter, en tous les cas, je pense que ça donnera envie à tous ceux qui nous écoutent d'avoir une action concrète. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous conseilleriez, un geste concret aux auditeurs pour demain essayer de contribuer à un monde meilleur? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous leur diriez, un call to action, quelque chose qui pourrait être mis en place par tous ceux qui nous écoutent et qui pourraient s'interroger? Moi, je dirais que c'est s'impliquer. C'est super déjà de donner, bien choisir ses causes pour en avoir 25, en avoir une ou deux, et s'impliquer, consacrer du temps, aider. Ouais. Je crois qu'on a chacun besoin d'intensité dans sa vie et que se mettre aux côtés d'une association qui agit sur quelque chose qui nous touche, ça transforme aussi notre vie au quotidien et notre manière d'être avec les autres. Chez Wake Up Café, on a besoin de beaucoup de compétences professionnelles, donc des personnes qui viennent en mécénat de compétences ou en bénévole. On a besoin de dons, on a besoin de lieux dans les villes où on arrive. Voilà, les besoins sont énormes. Vous pouvez devenir adhérent, aller sur le site, faites un don. En fait, même un tout petit don. En réalité, on en a vraiment besoin. Ce sera mon vrai call to action. Pierre Clotilde, merci beaucoup pour cet échange très inspirant et qui nous a montré qu'il y avait vraiment des ponts entre le monde de la philanthropie et le monde de l'entrepreneuriat. Et merci à tous de nous avoir écoutés pour ce premier podcast de Voices for Philanthropy. À très bientôt.